Hello les amis, on se retrouve pour faire une vidéo de mes tops de 2020. Cette vidéo a déjà été tournée, mais j'avais inclus une trentaine de tops de 2020 et clairement la vidéo en tant qu'elle-même ne fonctionnait pas. Donc j'ai décidé de réduire mon top à un top 10 de 2020 et à faire des mentions honorables des autres 20 livres dont j'avais parlé. C'est parti, on y va tout de suite et comme ça je vais pouvoir passer plus de temps à vous expliquer pourquoi ces 10 livres sont dans mon top de 2020. On va commencer du coup par les mentions honorables. On a Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, Internment de Samira Ahmed, Lâchez-nous l'utérus de Fiona Schmidt, Chain of Gold de Cassandra Clare, La fille dans l'écran de Manon Devo et Lou Luby. Oui, je me retourne pour voir qui c'est. On a Her Royal Highness de Rachel Hawkins. On a Call Me By Your Name de Andrea Siman. Shutter Island de Dennis Lehane. Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. The Lady's Guide to Petticoats and Piracy de Mackenzie Lee. My Cousin Rachel de Daphne du Maurier, Mansfield Park de Jane Austen, La Cité des Chimères de Vania Pratt, Killing November de Adriana Mater, Ninth House de Leigh Bardugo, The Hollow Places de T.J. Kingfisher, Les Nuages de Magellan d'Estelle Faye, Malgré tout de Jordi Lafèbre. Et on va pouvoir passer comme ça à mon top 10. Il y a eu tellement d'excellentes lectures en 2020 que vraiment, du coup ça a été très difficile de faire ce top 10. C'est vraiment un casse-tête, mais comme vous l'avez vu, tellement de mentions honorables. On va commencer par en numéro 10, Beach Read de Emily Henry. Ça c'est vraiment peut-être un truc un peu pas controversé, mais le fait est qu'en 2020 je me suis mise à lire des romances adultes, des livres pleinement de romances. J'avais toujours cru que ça ne me plairait pas et en fait j'ai lu une dizaine de livres de romances. Alors bien sûr il y en a qui, du coup il y en a plein que j'ai pas mis dans les mentions honorables. J'aurais pu mettre The Hating Game de Sally Thorne parce que c'était vraiment top, ou la saga God Alive, Chloe Brown, ce genre de choses. J'ai choisi Beach Read parce que ça a été ma lecture de romance préférée de l'année. Dans Beach Read on suit deux auteurs qui sont en panne d'écriture. Ils se retrouvent à être voisins et en fait ils font une retraite d'écriture chacun de leur côté au bord d'un lac. Je crois que, de toute façon c'est aux États-Unis, mais je crois que c'est vraiment, enfin c'est pas un truc très connu, ils sont vraiment tout seuls et tout, voilà, et en fait ils se retrouvent à être voisins. Le truc c'est que bien sûr ils ne s'apprécient pas énormément puisque la jeune femme est une autrice de romance slash contemporain un peu léger, un peu comme Emily Henry en fait, et le mec est auteur de fiction assez réaliste, supposé être sérieux, vous voyez le genre de choses, et en fait ils sont tellement bloqués l'un l'autre que ils vont décider d'écrire dans le genre de l'autre. Donc la jeune femme va essayer d'écrire cette espèce de fiction historique sur une secte, voilà, que son comparse essaye d'écrire, et lui va devoir écrire une fin heureuse et va devoir écrire une romance. Et en parallèle de leur processus d'écriture, parce que c'est vraiment assez intéressant je trouve le résultat qu'ils ont à la fin, en parallèle de ça on a leur relation, mais on a aussi le fait que, leur vie en gros, et cette espèce de moment un peu suspendu dans le temps où ils ont quitté la vie qu'ils avaient avant et maintenant ils sont en train d'écrire une nouvelle page de leur livre. Attention, nous sommes dans une métaphore très littéraire, mais et du coup ils sont un peu à nouveau en quête d'eux-mêmes alors qu'ils ont la trentaine, mais ils ont passé quelques années dans un endroit ou quelques années avec une personne, à être mariés, à être fiancés, que sais-je, et en fait pour se rendre compte que ça ne fonctionne pas et avoir quand même le courage de s'extirper de ces relations et de ces endroits, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié lire de la romance cette année. Je pensais pas, mais je pense que ça dépend aussi des livres de romance. Il y en a qui m'ont plus plu que d'autres dans les thématiques qu'ils abordaient. En tout cas, Beach Read pour moi c'est une valeur sûre et je pense que je le relirai en 2021 parce que c'est vraiment devenu un livre doudou favori. Vraiment, j'ai adoré le lire en 2020. Ensuite je me suis dit que j'allais quand même mettre une suite de sagas et la clôture d'une de mes sagas préférées de ces dernières années. J'ai décidé de mettre en
en numéro 9, The Unbound Empire de Melissa Caruso. C'est donc la trilogie des Faucons de Ravera. C'est une trilogie que j'ai absolument adorée. C'est une de mes trilogies, enfin une de mes sagas préférées vraiment de tous les temps. C'est de la SFFF. On va suivre deux personnages principaux hyper forts, hyper complémentaires en fait, deux femmes dont l'une est une sorcière et l'autre est son fauconnier. En fait il y a le faucon qui est la personne qui a la magie, qui possède la magie, qui est sorcier ou sorcière, et il y a le fauconnier ou la fauconnière qui est censé contrôler, aider à contrôler les pouvoirs de son faucon et le protéger, le maintenir en sécurité, ce genre de choses. Dans Ravera en vrai on a plutôt une relation d'asservissement entre les faucons et les fauconniers, et en fait on va suivre du coup Amalia et Zaira qui vont se retrouver par le plus grand des hasards à être faucons et fauconnière, et on va suivre des intrigues politiques, on va suivre un mouvement d'émancipation, un mouvement pour le droit des faucons, du coup pour le droit des personnes qui sont considérées comme inférieures. Et à côté de ça on va avoir des relations que j'ai trouvées vraiment très intelligentes, et bref, ce dernier tome ne m'a pas du tout déçue. J'ai eu la fin que je voulais, la fin que cette saga méritait, et c'est tellement rare, et j'ai été vraiment hyper heureuse de lire cette fin de saga en 2020, de clôturer cette trilogie, alors que je sais bien sûr que je vais la relire parce que voilà, c'est une de mes trilogies préférées. En numéro 8, j'ai décidé de mettre Glass Town de Isabelle Greenberg, et comme pour le livre de romance, c'est un peu pour honorer le fait que cette année j'ai lu une douzaine de romans graphiques, BD, manga, etc. En fait tout ce qui est graphique tout simplement, que je ne lisais quasiment pas du tout avant. J'en ai lu quelques-uns en 2019, mais c'est vraiment tout à fait nouveau, et j'ai tellement apprécié lire tout ces graphiques, tout, voilà, toutes ces histoires visuelles, plus visuelles peut-être qu'un roman en général. J'ai adoré lire ça en 2020, et je me suis dit que j'allais en choisir un parmi tous ceux que j'ai lus. C'était très difficile parce qu'ils étaient tous excellents en fait. Mais Glass Town de Isabelle Greenberg, c'est l'histoire, l'enfance, l'adolescence de la fratrie Brontë, c'est-à-dire Branwell qui est le seul garçon de cette fratrie, et les sœurs Brontë à qui on doit certains des meilleurs classiques anglophones à mon sens, puisque Charlotte a écrit Jane Eyre, Emily a écrit Léo de Hurlevent, Anne a écrit The Tenant of Wildfell Hall, je crois que c'est la châtelaine de Wildfell Hall, que je n'ai toujours pas lu, mais voilà, désolée Anne. Et donc on va les suivre en fait à la mort de leurs deux grandes sœurs. Ils vont tous revenir au bercail, et ils vont décider de créer ce monde totalement imaginé, totalement fantasy en fait, qui s'appelle Angria et Gondal. En fait on a ces deux mondes, et ça va vraiment être, en tout cas pour ce que j'ai ressenti en lisant ce roman graphique, ça va être une ode au pouvoir des mots, au pouvoir de la littérature, à nous faire nous élever par rapport à notre condition, nous élever par rapport à ce qu'on est en train de vivre, nous permettre de nous échapper d'une situation qui est douloureuse et qui est très insatisfaisante. Et pour moi ça a vraiment parlé de la puissance de la littérature, la puissance des mots, et je crois que c'est un thème récurrent dans ce top 10, vraiment il y a énormément de livres qui vont parler justement de littérature et de puissance des mots, mais je vous laisserai découvrir ça un petit peu après. En numéro 7, j'ai décidé d'inclure Les Enfants de Húrin de Tolkien. C'est le seul Tolkien que j'ai lu cette année, mais pareil en fait, je crois que je l'ai inclus dans ce top parce que j'ai tellement été fière de réussir à le lire. J'adore... Je crois que c'est un euphémisme, mais j'adore Le Seigneur des Anneaux, j'adore Le Hobbit, j'aime le monde que Tolkien a créé. Mais le truc c'est que en langue originale, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, etc. je les ai lus en français quand j'étais ado. J'ai relu Le Hobbit entre deux en version originale, et ça s'est passé. Mais je me suis bien rendu compte que le style de Tolkien en anglais était vraiment assez compliqué, était un peu alambiqué à certains moments, un peu lourd avec certaines tournures de phrases peut-être. Et donc j'ai pris peur en fait, tout simplement, j'ai pris peur, je n'avais plus envie de lire Tolkien parce que je n'avais pas envie de me mettre en difficulté moi-même. Et finalement cette année je me suis lancée et je me suis dit que Les Enfants de Húrin,
enfin c'était le moment, j'ai eu envie pendant le mois de la fantasy et c'est ce que j'ai fait et j'en suis très heureuse parce que le monde de Tolkien, la fantasy qu'il crée, qu'il écrit est tellement riche, tellement magnifique, tellement mémorable que en fait je me suis dit, enfin grâce aux enfants de Húrin, j'ai dépassé un peu ma peur, voilà, de lire Tolkien en anglais, dans sa langue, voilà, dans la langue dans laquelle il a écrit, ce qui est pour moi le mieux pour lire un auteur quand on le peut. J'avais envie de l'intégrer dans ce top parce que vraiment ça a été une de mes plus belles lectures de 2020, de redécouvrir Tolkien, de redécouvrir sa plume et d'avoir envie de me replonger, de retourner en Terre du Milieu. C'est un appel que j'avais pas ressenti depuis quelques années, donc en parallèle j'ai revu tous les Hobbits, j'ai revu tous les Seigneurs des Anneaux, voilà, je me suis un peu imprégnée à nouveau de ce monde puisque je sais pas si je peux faire ça, mais j'ai un tatouage qui symbolise, je sais pas ce qu'il symbolise, mais qui est une référence notamment au Hobbit, puisque une montagne pour la montagne solitaire, la montagne, voilà, il y a aussi la montagne du destin, on parle, voilà, on parle d'Erebor, on parle des Misty Mountains, etc. Et donc c'est quelque chose qui me constitue, on va dire, qui est un des piliers de mon moi littéraire, de mon moi tout court, qui est inscrit dans ma peau littéralement, et c'est vrai que j'ai eu un plaisir incommensurable à revenir en Terre du Milieu. En numéro 6, j'ai décidé d'intégrer In 5 Years de Rebecca Searle, que j'ai lu récemment et qui a été une bonne claque, peut-être parce que justement j'étais surprise par la tournure qu'a pris l'histoire. On va suivre un personnage principal dont j'ai déjà oublié le nom. Danny. Je crois que c'est Dan. Je crois qu'on va suivre Dan. Je vais me corriger si, voilà, si ce n'est pas ça. Mais je crois qu'on va suivre Dan qui a sa vie parfaite. On la suit, je crois que c'est le 22 décembre 2020. Et donc, 22 décembre 2020, elle se fiance avec le mec avec lequel elle est depuis 2-3 ans au moins, ou 4 même, dans le restaurant qu'elle voulait, etc. Ça se passe exactement de la manière dont elle voulait que ça se déroule. Et puis aussi, elle décroche un job dans la firme, voilà, dans l'entreprise, la compagnie d'avocat de ses rêves en fait, le jour même. Bref, tout lui sourit dans son plan parfait de dans 5 ans où est-ce que je me trouverai. Elle est assez attachée à la tradition, à la norme un petit peu quand même, puisque elle est persuadée que la vie se fait dans un sens, voilà, qu'on s'installe ensemble, puis ensuite on se fiance, puis ensuite on se marie, on a un bon boulot et ensuite on fait des enfants, parce que c'est un peu ce qu'il faut faire et c'est un peu comme ça que la vie fonctionne. Et puis du coup ce soir-là elle s'endort en fait et elle se réveille, elle fait une sorte de rêve, elle sait pas vraiment si c'est un rêve, si c'est la réalité, etc. Elle fait un rêve dans lequel elle est 5 ans en avant, elle est le 22 décembre 2025 et elle ne porte pas du tout la même bague de fiançailles, elle est pas dans le même appartement. Voilà, elle ne vit pas du tout au même endroit et la personne qui est avec elle dans l'appartement n'est pas du tout la même personne, n'est pas du tout son fiancé actuel. Et à un moment avec ce mec ils s'embrassent et du coup quand elle se réveille elle se dit merde, en vrai du coup j'ai changé de mec, j'ai changé d'appart, j'ai changé tout en fait, qu'est-ce qui va m'arriver, pourquoi? Et elle passe les 5 ans entre 2020 et 2025 à essayer de comprendre ce que veut dire ce rêve, pourquoi on lui a envoyé, je sais pas, ce présage ou j'en sais rien, et à essayer aussi de s'assurer que ça ne va pas se passer en fait. Et je ne veux pas vous dire ce qui se passe, mais quelques mois avant le 22 décembre 2025, ce mec va arriver dans la vie de Dan sous une forme hyper surprenante en fait, et qui ne laisse pas du tout présager le fait qu'ils se mettent ensemble un jour, vraiment pas. Et ça a été une grosse claque, peut-être, enfin je crois que j'ai rarement autant pleuré cette année en lisant un livre, parce que on va pas être justement, je pensais être dans un truc assez léger, assez fun, et peut-être un peu un côté romance, etc. Et en fait j'ai pas envie de vous spoiler à nouveau, mais j'essaye de justifier pourquoi c'est dans ce top, et en fait pas du tout. On va pas du tout se concentrer là-dessus, on va se concentrer sur l'amitié. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais on va vraiment se concentrer sur une relation d'amitié, une relation pilier de la vie de Dan, et qui va, elle, changer entre 2020 et 2025, et on va dire que c'est
pas par là qu'elle pensait que le changement viendrait, et c'est par là qu'il va venir et par là qu'il va être le plus douloureux. Et personnellement, enfin, ça m'a énormément parlé et ça m'a énormément émue, ça m'a bouleversée. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il est dans ce top 10. Numéro 5, j'ai mis Le Cri du silence de Angela Rekin parce que ce livre, je crois que c'est celui qui m'a provoqué tellement d'émotions. Qui m'a fait un des livres qui m'a fait le plus peur, probablement le livre qui m'a fait le plus peur, en tout cas en 2020 et peut-être de ma vie en fait, puisqu'on va suivre deux personnages principaux, un jeune homme et une jeune femme, et à nouveau, vous savez les prénoms et moi, je sais ce qui leur arrive, hein, vraiment, je connais toute leur vie, mais je ne me souviens plus de leurs prénoms. Et on va les suivre pendant une dizaine d'années, je dirais, quand ils sont assez jeunes, qu'ils ont 16-17 ans. Et ensuite, quand ils ont plus vers la trentaine, on va être dans une romance thriller, puisqu'il y a un serial killer qui rôde à peu près du moment où eux ils ont 16 ans, c'était le premier meurtre, jusqu'à la fin du bouquin où ils ont la trentaine, on va dire. Et ce mec notamment est accusé d'être hyper chelou, d'avoir une relation incestueuse avec sa sœur jumelle, et elle, la fille, et comment dire, lui c'est un peu un étranger de l'île, ce genre de choses, un mec voilà, ses parents sont riches mais déchus, etc. Bref, et elle du coup c'est un pur produit de l'île, elle a toujours grandi ici, sa famille vit ici depuis limite des centaines d'années, et elle va va avoir une connexion, elle va avoir une relation avec ce mec quand ils ont 16 ans, et ça va je vais pas vous... Oui, ça va quand même mal se terminer, je crois que c'est dit dans le résumé, enfin voilà, ça se termine mal, il y a quelque chose qui les sépare, et vraiment c'est une première relation assez traumatisante pour les deux, on va dire. Et ils se retrouvent une dizaine d'années plus tard, quand lui du coup il est resté sur l'île, mais c'est un paria complet à cause de ce qui s'est passé, et elle, du coup, elle revient, elle était à New York et tout, elle est pas revenue depuis des années, et finalement en fait sa vie tombe un peu en morceaux, et donc elle revient, et ils vont plus ou moins se retrouver, et au même moment les meurtres recommencent, et c'est des meurtres hyper violents, vraiment ça parle, ce livre, trigger warning énorme pour violence tout court, mais violence sexuelle surtout, très compliqué. Et c'est un livre qui m'a retourné le cerveau, qui m'a fait, je crois que je le lisais jusqu'à 3h du matin, je ne pouvais pas physiquement m'arrêter, j'étais là en mode qu'est-ce qu'il se passe, qui est-ce que c'est, qu'est-ce que... Ah, et c'est voilà, c'est vraiment je pense un assez gros retournement de situation aussi dans ce livre. J'ai lu beaucoup de thrillers et un peu d'horreur cette année, et donc c'était intéressant pour moi d'en mettre un dans ce top, et c'était celui qui avait sa place, je pense. En numéro 4, je l'ai prêté, donc pareil je ne peux pas vous le montrer, mais on a If We Were Villains de M.L. Rio, une de mes plus belles lectures de 2020, assurément un de mes nouveaux livres préférés. Ça a été aussi le moment où j'ai commencé à vraiment lire beaucoup de Dark Academia, en fait c'est un peu ce qui a provoqué la chose. On va suivre une bande d'étudiants de dernière année dans une université américaine, et donc ils sont dans le programme de théâtre, et ils étudient exclusivement Shakespeare, ils montent seulement des pièces de Shakespeare, ils sont en dernière année, donc ils vont bientôt avoir leur diplôme et être engagés dans des compagnies de théâtre, etc. Bref, faire leur vie après l'école, puisque c'est un truc hyper sélectif, hyper élitiste aussi. Ils sont seulement 7 ou 8 je crois, et ça reprend un peu le même principe que dans The Secret History de Donna Tartt, c'est-à-dire qu'il y a un meurtre, il y a quelque chose qui se passe, il y a un meurtre, et ensuite on va les suivre un peu avant mais surtout après cet événement assez clivant dans leur groupe et dans leur vie, on va dire, et on va voir principalement leur chute, en fait une chute assez très shakespearienne, puisque au fur et à mesure les élèves perdent un peu la notion de leur identité personnelle, et on sait plus vraiment si c'est eux ou si c'est le personnage qu'ils jouent, puisque par exemple ils montent la pièce Jules César, et donc dans Jules César il y a l'assassinat de Jules César, logique, et donc ils vont un peu se perdre au fur et à mesure dans les mots de Shakespeare, ils vont se perdre dans leur amour des mots, qui va leur faire des choses et qui va les encourager dans un certain sens à faire certaines choses. C'est assez vague dit comme ça, mais je pense que vous comprenez un peu de quoi je parle.
Et c'était c'était magnifique, c'était vraiment assez tordu, c'est très Dark Academia, voilà on va être, voilà je pense qu'il faut connaître un minimum Shakespeare avant de se lancer dedans, ou alors du coup ça va être la pleine découverte et ça peut être aussi intéressant, mais on va suivre un personnage notamment qui se sent un peu en mode outsider, c'est un peu ce qu'on fait souvent en Dark Academia quand même, puisque c'est un milieu très fermé, très élitiste, et donc en tant que lectrice, on n'est pas forcément inclus dans ce milieu, et donc c'est toujours intéressant je pense de partir du point de vue d'une sorte d'outsider. Et on a aussi de la représentation LGBTQ+ dans ce livre, donc voilà, c'était top, c'était un peu The Secret History, mais elle les remet en mieux. Attention, je vais me faire taper par les puristes de Le Maître des Illusions, mais personnellement j'ai préféré If We Were Villains, notamment parce que j'adore Shakespeare, je l'ai beaucoup étudié aussi avec mes études, et donc je connais Shakespeare. Je connais Shakespeare et c'était plus facile de naviguer peut-être les détails etc de l'histoire en connaissant Shakespeare. Donc voilà, je vous encourage très fortement à le lire. Je vous encourage aussi à découvrir la Dark Academia, dont fait partie par exemple pour moi Le Maître des Illusions de Donna Tartt, Killing November de Adriana Mater, Ninth House qui est assez connu maintenant, La 9ème Maison. Donc voilà, je vous encourage peut-être à vous lancer dans la Dark Academia parce que c'est une de mes plus belles découvertes aussi de 2020 en termes de sous-genre un peu particulier. Numéro 3, on arrive dans le top 3. Oulala, on a After the Silence de Louise O'Neill. J'ai enlevé la Dust Jacket parce que j'aime pas cette couverture tout simplement. On va suivre Killing Kinsella dans ce nouveau roman de Louise O'Neill. On va suivre des moments différents, en fait, des timelines différentes, puisqu'on va être dans le présent, dans le passé et dans le mode un peu d'interview. Il y a eu un meurtre, une mort qu'on a dit c'était peut-être un accident, peut-être un meurtre, il y a une dizaine d'années sur l'île irlandaise d'Innis Run, qui est une petite île, et c'est Nessa Crowley qui était la fille chérie de l'île qui s'est retrouvée morte pendant une nuit de tempête dans le jardin des Kinsella, donc Killing Kinsella. Et du coup 10 ans plus tard les Kinsella sont un peu des parias, mis au banc de la société parce qu'on les soupçonne d'avoir quelque chose à voir avec la mort de Nessa. Et les Kinsella ce sont des étrangers, ce sont des gens, notamment des Anglais de base je crois, donc il y a un peu aussi cette dynamique, même si Killing du coup est elle aussi, enfin elle est née sur Innis Run mais elle s'est mariée avec un étranger et donc elle est assez partagée sur ce qui se passe, ce que les Kinsella ont fait par rapport à l'île etc, construire des choses, être un peu des mécènes, bref. Et 10 ans plus tard dans le présent qu'on vit, il y a deux personnes deux reporters, enfin c'est pas des reporters mais ils font des podcasts true crime, vous voyez, et du coup ils vont essayer de déterrer un peu l'histoire et d'interviewer les gens pour savoir ce qui s'est passé, savoir ce qui est arrivé à Nessa Crowley, puisque personne n'en a aucune idée. Donc on va suivre plutôt un portrait de femme, c'est pas un livre mystère, un livre thriller comme on a l'habitude, puisqu'on va vraiment se concentrer sur Killing, sur ce qui lui est arrivé dans la vie, sur comment elle a été peut-être manipulée, comment elle a manipulé les autres, mais c'était écrit magnifiquement bien. Louise O'Neill est mon autrice préférée contemporaine. J'ai aimé, voire adoré tous les livres qui sont parus d'elle. C'est seulement son 5e roman et je trouve qu'elle a combiné la puissance qu'il y a dans Almost Love, dans Asking for It. Elle a combiné ça avec un nouveau genre qu'elle avait envie d'explorer, qui est le genre un peu thriller, true crime, etc. Et elle en a fait un portrait de femme hyper touchant. Killing, vraiment, comparé à ses autres héroïnes qui sont vraiment très difficiles, elles sont très difficiles à aimer, à apprécier même. Killing, j'ai trouvé que c'était la plus appréciable, celle à qui on peut le plus s'attacher, parce que elle en bave, même si elle prend des mauvaises décisions comme toutes les héroïnes de Louise O'Neill, ce qui est assez réaliste. Quand même, pour moi, je trouve que c'est un portrait de femme absolument magnifique. Et maintenant, je ne peux pas choisir entre mon top 1 et mon top 2. Donc en fait on arrive à un top 1 égalité et il faut quand même que j'en présente un en premier. Je vais vous présenter maintenant Station 11 de Emily St. John Mandel. C'est un livre sur une pandémie mondiale, donc si vous n'avez pas envie de revisiter ce qu'on a vécu en 2020, ne lisez pas ce livre tout de suite. Mais personnellement j'ai adoré lire un livre sur une
pandémie mondiale, au moment où la pandémie commençait. Je l'ai lu début mars et en fait j'ai trouvé que ça résonnait tellement avec ce qui était en train de se passer que c'était assez incroyable, et peut-être que c'est ça qui a donné la puissance au livre et que ça a résonné tellement fort en moi. Dans Station Eleven, on va suivre une myriade de personnages entre le moment où l'épidémie, la pandémie se déclare à Toronto et 15 ans plus tard, quand le monde tel qu'on le connaît a disparu et il reste quelques vestiges, quelques bastions d'humanité, et notamment une compagnie de Shakespeare qui traverse, qui erre un peu de manière volontaire dans le nord des États-Unis en fait, qui est autour de la région des lacs, avec le lac Michigan, le lac Erie, etc. et qui propose des spectacles de Shakespeare pour voilà quoi, pour redonner la culture, pour redonner l'art du spectacle, pour redonner foi, espoir aux gens. Et en fait parce que bien sûr il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien, donc il leur reste les livres, il leur reste la musique. Donc voilà, c'est une compagnie Shakespeare avec un orchestre aussi, et ils vont parcourir les États-Unis. C'est un livre assez contemplatif, très honnêtement. Il n'y a pas vraiment d'histoire, on suit l'histoire globale, l'histoire générale au travers de cette myriade de personnages. Et voilà, c'est contemplatif, c'est assez lent. On parle aussi de la puissance des mots, du pouvoir de Shakespeare, du pouvoir de la littérature à transcender les moments horribles comme les pandémies mondiales, ce genre de choses, et le fait que l'espoir perdure, le fait que l'humanité se recréera, rebâtira toujours un semblant de société, de culture, etc. et que la littérature, les arts en fait en font partie intégrante. Cette année plus que les autres, pour moi ça m'a énormément parlé, alors que la culture a à la fois été tellement nécessaire en 2020 et tellement délaissée, on va dire, et donc j'ai trouvé que ce livre leur rendait magnifiquement justice. Et c'est obligatoirement un des plus beaux livres que j'ai lus de ma vie et un des livres les plus importants. Et finalement, le dernier livre que je vais vous présenter, si vous m'avez suivi cette année, un minimum, on va dire, vous savez un peu de quoi, de qui je vais parler, de quoi je vais parler. Il s'agit de Mère morte d'Aurélie Wellenstein, qui a gagné le PLIB 2020 grâce à mon vote notamment. Voilà, je vous le dis, j'ai voté pour lui. C'est pas très étonnant parce que il se retrouve à être le dernier présenté en top, donc c'est un peu mon top 1. Aurélie Wellenstein, voilà, je l'adore, mon autrice de SFFF francophone préférée. Et on va suivre Oural et Bengal, notamment ces deux personnages principaux. Les mers et les océans sont morts. Il n'y a plus de mer, il n'y a plus d'océan, tout est asséché et tous les animaux marins sont morts, mais ils reviennent sous forme de fantômes, sous forme de marées fantômes en fait, qui attaquent les derniers vestiges de l'humanité, les derniers bastions de l'humanité. Est-ce que vous avez remarqué que cette année j'étais hyper joyeuse et que j'ai adoré les post-apocalyptiques? J'aime quand l'humanité meurt, on dirait, enfin on va dire que ça m'a parlé, dirons-nous. Et du coup, Oural, c'est, je ne sais pas comment il est, quel est son nom, bla bla bla, un exorciste. Et donc Oural, c'est un exorciste et il est là pour protéger l'humanité, il est là pour les protéger de ces fantômes de requins, de baleines, etc. Qui veulent se venger. Mais il va se faire capturer par une sorte de bande de pirates du coup qui essaye aussi d'échapper aux marées fantômes entre deux, et donc dont le chef du coup, le chef de ce bateau pirate, c'est Bengal, et ils vont se lancer dans une quête assez extraordinaire pour essayer de restaurer un minimum la balance, l'équilibre du monde. Ça peut paraître assez grandiloquent comme ça, mais c'est tellement bien fait. Ce livre m'a fait ressentir des choses, m'a fait me déchirer vraiment. C'était à la fois, en fait c'est les livres d'Aurélie Wellenstein, c'est à la fois insupportable et à la fois tellement splendide que on est obligé de continuer de lire voilà ce qu'on est en train de lire, et j'ai été énormément touchée par l'histoire de Oural et Bengal. J'ai été touchée partout, j'ai été touchée par la fin, j'ai été vraiment, moi les fins des bouquins d'Aurélie Wellenstein, je sais qu'il y en a plein qui disent non mais à chaque fois c'est n'importe quoi, je déteste ces fins, etc. C'est dommage, c'est une déception à chaque fois. Moi j'adore les fins des bouquins d'Aurélie Wellenstein, j'aime bien cette espèce de fin un peu douce amère, un peu ouverte à certains moments, etc. Et puis ça a aussi eu un impact sur moi en tant que personne, dans le sens où ça a accéléré
ma prise de conscience écologique, on va dire. Et 2020, enfin, je l'ai lu début 2020 et ça a été vraiment une claque parce que ça m'a fait pleurer de me dire que c'était ce qu'on était en train d'infliger aux océans, aux mers, etc., à notre planète en général. Et donc voilà, j'ai pris des décisions en conséquence. Ça a vraiment été une grosse prise de conscience pour moi 2020 et c'est notamment grâce à ce livre. Donc je me disais qu'il fallait que je lui rende justice. Et voilà, c'est la fin de ce top. Ce top qui était beaucoup trop long, mais je suis heureuse parce que j'ai vraiment pu parler de ces 10 livres en détail. N'hésitez pas dans les commentaires à me parler de vos tops de 2020. Bonne année 2021. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao.